partir tout de suite à Arras, où nos envoyés spéciaux nous attendent, Raphaël Lazreg et Clotilde Payet. Bonsoir à tous les deux. Il y a eu cette minute de silence perturbée aujourd'hui par une alerte à la bombe dans l'établissement même du professeur assassiné. Malgré cela, il y avait beaucoup d'émotions sur place, n'est-ce pas Raphaël ? Oui, Laurence, encore beaucoup d'émotions cet après-midi. Beaucoup de lycéens qui sont venus déposer des fleurs pour rendre un dernier hommage à leur professeur disparu. Le fleuriste qui se trouve juste à côté du lycée était bondé de monde par des personnes qui sont venues acheter des fleurs et des bouquets avant de venir les déposer devant l'établissement. Nous avons vu de nombreux élèves et leurs parents rentrer dans le lycée pour rendre un dernier hommage au professeur, pour participer à cette minute de silence. Des élèves qui n'avaient pas cours aujourd'hui exceptionnellement, mais qui tenaient à être présents aujourd'hui. Nous avons discuté avec des élèves et leurs parents à la sortie de cette minute de silence. Je rends hommage à un homme honorable. Voilà les mots du proviseur prononcés avant d'effectuer une minute de silence ici au lycée Gambetta à Arras. Merci beaucoup Raphaël Lazreg et Clotilde Payet. Commissaire Lebars, qui peut être surpris, qui peut se dire surpris aujourd'hui de l'assassinat de ce professeur 3 ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty ? Tout cela était malheureusement prévisible. C'est à la fois pas surprenant, mais il faut aussi se rappeler que les messages gouvernementaux étaient quand même assez clairs depuis quelques semaines ou quelques mois. Ce qui peut surprendre, c'est que collectivement, on a la mémoire parfois qui fait en sorte qu'on efface. On n'a peut-être pas envie de se souvenir. Mais nous, quand on est policier, on ne peut pas être surpris. On sait que la menace, elle existe. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est d'imaginer que ça puisse se reproduire dans un lycée, sur un professeur, avec le même mode opératoire et exactement le même type d'auteur. C'est même très dur à voir, parce que la photo de ce professeur, j'ai même cru, moi, quand elle a été postée, que c'était une photo, une erreur, et c'était une photo de Samuel Paty. Donc toutes ces similitudes sont troublantes et sont affreusement choquantes. Et quand je pense au fait que tout le monde imaginait un peu naïvement que ça ne se reproduirait pas, ma preuve, ça s'est reproduit. Donc la question, effectivement, c'est de savoir comment on fait collectivement, dans une nation comme la France, pour non pas éviter ou empêcher, parce que le mal, c'est très difficile à stopper, mais le mal qui se reproduit au même endroit, avec les mêmes causes, les mêmes effets, ça commence à poser un problème qui est un problème français. Commissaire Lebars, quand vous entendez votre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dire le gouvernement veut accélérer l'expulsion de 193 étrangers radicalisés en situation irrégulière, vous allez faire comment, vous, les policiers, pour aller les trouver, ces personnes-là ? Ça dépend, il y a des cas de figure très différents. Il peut y avoir dans ces personnes-là, je n'ai pas le détail de la liste, puisque pour le moment, ils sont dans des fichiers auxquels je n'ai pas, moi, accès. Il y en a qui sont peut-être incarcérés, il y en a peut-être qui sont déjà l'objet de surveillance, d'autres l'objet d'enquête judiciaire. Donc il y a différents types d'individus dans cette liste. Enfin, je l'imagine. La question, c'est, encore une fois, c'est l'état de droit, toutes les polémiques auxquelles j'assiste. Vous savez, si on prend nos services de renseignement pour des services d'amateurs, c'est vraiment les prendre pour des idiots. Si l'individu qui a commis l'attentat avait des choses à charge la veille, d'abord il n'aurait pas été contrôlé comme ça. S'il est contrôlé, c'est l'inverse. Quand on fait des surveillances, c'est tout un art, excusez-moi, c'est difficile à entendre une fois que l'acte a été commis, mais s'il y a un contrôle, c'est qu'on cherche quelque chose. C'est exactement le même principe que la fiche S d'ailleurs. J'entends encore une fois que la fiche S, tout le monde a encore oublié ce qu'on a déjà expliqué plein de fois. Allez hop, toutes les fiches S renvoyées à la maison. D'abord non, parce que tous les fichiers S ne sont pas des étrangers en situation irrégulière, et puis surtout dans un état de droit, encore une fois, les fiches S, ce sont des policiers et des gendarmes qui les renseignent. Donc si on imagine aujourd'hui en France qu'on renvoie les fiches S dans leur pays d'origine, quand bien même ils seraient étrangers, ça voudrait dire qu'on est dans un état de droit totalitaire où les policiers ont ce pouvoir de mettre un nom sur un fichier et hop. Donc voilà, tout ça n'est pas raisonnable. Et en plus, on a oublié aussi que même si cet auteur-là est étranger d'origine tchétchène, on a une grande partie, pas une majorité, une grande partie d'attentats commis par des gens qui sont de façon régulière, voire français. Donc c'est un problème extrêmement complexe, qui est un problème de courage à la fois politique et législatif, où il faut de l'intention, il faut sans doute à la marche changer certaines choses, notamment sur le sujet de la reconduite et des étrangers en situation irrégulière. Mais après, le sujet, l'ennemi, c'est l'islamisme radical, c'est pas l'État ou les services de renseignement. Louis Dragnel, des contrôles ont été lancés aujourd'hui par la DGSI, 2 interpellations. Il y a eu 2 interpellations, une dans le sud-ouest et une dans le Grand Est. Sur des individus radicalisés ? Absolument, et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est une illustration peut-être un peu supplémentaire aussi de l'échec auquel on est confronté, qui est pas lié en réalité, de notre impuissance, mais qui est pas lié à l'action
mission de la DGSI. Je rejoins tout à fait ce que disait David Lebars. La DGSI, elle fait au maximum de son mieux dans un périmètre légal qui lui est imparti. Tout ce qu'elle fait est dans le cadre de la loi. Donc il y a eu une interpellation, une première à Mulhouse, un individu qui a été placé en garde à vue pour apologie de terrorisme après une visite domiciliaire qui a eu lieu ce matin. Ça a permis de mettre à jour, mettre en lumière que cette personne diffusait des éléments de propagande. Une arme a été retrouvée. Et puis dans le sud-ouest, c'est sans doute le cas le plus intéressant, un individu qui a déjà été condamné pour provocation à un acte de terrorisme a été donc interpellé ce matin pour apologie en ligne. Actuellement, il est en garde à vue. C'est un Syrien. Et donc, comme par principe, la Syrie est un pays en guerre et qu'en plus on n'a pas de relation diplomatique avec la Syrie, il ne sera jamais expulsé. C'est pour ça que, en fait, tous ceux qui expliquent, qui essaient de trouver des responsabilités, c'est la direction de l'école, c'est les portiques de sécurité. Tout ça, en vrai, c'est un peu n'importe quoi. Le vrai sujet, c'est qu'il faut changer de logiciel. En fait, on n'y arrivera pas, on ne gagnera pas en restant dans espèce d'immuable état de droit. En 2015, quand il y a eu les attentats, c'est un gouvernement socialiste qui a fait ça, qui a quand même fait en sorte que la consultation d'une vidéo djihadiste valait incarcération. On a changé de logiciel à ce moment-là. Je pense qu'il faut faire la même chose. Parce que même Gérald Darmanin, on le voit bien, il pousse le bout de l'état de droit. Et il fait tout, il essaie de faire ce qu'il peut. Mais à chaque fois, il se heurte à deux types de problèmes. Vous avez la justice française et ensuite la justice supranationale. La Cour européenne des droits de l'homme. Et en fait, tant qu'on ne récupère pas le sujet, je vais vous dire, non mais ça peut paraître absurde pour plein de gens. Le sujet, c'est pas de savoir si on a 40 avions qui peuvent expulser des gens. Le sujet, il est exclusivement. Ça, mais bon, non, mais ça coûte. Non, mais pour l'État français, ça coûte rien d'acheter des avions. Non, mais vraiment, c'est pas une question de moyens. Il y en a combien actuellement ? Il y a un avion et demi pour la PAF. Mais le sujet, il est quasiment exclusivement juridique. Vous avez raison. Et quelle personne, jusqu'où on peut aller. Et je termine simplement d'un mot là-dessus. Moi, ce qui me frappe, c'est que au moment des attentats en 2015, il y avait le débat entre où est-ce qu'on place le curseur entre liberté et sécurité. Aujourd'hui, personne n'en parle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un seul djihadiste, il n'y a pas un seul salafiste sur le territoire français qui, depuis avant-hier, a vu ses libertés reculer. Et donc, en fait, ça veut dire que ça ne les atteint pas. Alexandre Devecchio. Je suis entièrement d'accord avec cette analyse, si ce n'est que je pense qu'il faut mener la bataille de manière sémantique aussi, qu'il faut arrêter d'employer le terme d'état de droit. Il faut dire ce qui est, c'est un gouvernement des juges. Parce que l'état de droit, ça reste que les lois votées par le Parlement français. Donc, le Parlement français devrait avoir pouvoir de modifier les lois et de juger que... Mais au-dessus, il y a les accords internationaux. C'est bien ce que je dis. C'est pour ça que je dis que c'est un gouvernement des juges, parce que pour ce qui est des juges européens, ils ne répondent pas à des lois, des lois françaises. Et par ailleurs, il y a tout un tas de jurisprudence ou de juges qui interprètent le droit toujours en faveur des libertés, et souvent des libertés des terroristes ou des gens qui commettent une violence. Donc c'est là le débat. Donc l'état de droit, comme ça a l'air très protecteur. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Tout l'état de droit, c'est fait pour évoluer. J'aimerais vous entendre là-dessus. Le temps des minutes de silence, des bougies, des fleurs, il est révolu en France ou pas ? Mais moi, j'en peux plus personnellement, et je crois qu'on est nombreux. La majorité des Français n'en peuvent plus, en particulier lorsque c'est l'école de la République qui est attaquée ainsi par quelle lâcheté. C'est totalement injuste, et on n'a pas l'impression que face à ce fléau, qu'on est au fond des responsables politiques tous unis pour combattre ce terrorisme islamiste. Moi, c'est ça qui me bouleverse, parce que là, on a une France qui est éperdument fracturée. On en parlait tout à l'heure sur les questions de lutte anti-raciste qui sont en réalité larvées d'antisémitisme. Donc, c'est complètement à front renversé. Mais aussi de cette question migratoire, moi, qui me touche. Vous vous rendez compte ce que ça me fait, moi, lorsque mes grands-parents venus de Pologne, mon père venu du Sénégal, et d'avoir ces étrangers en fait qui font n'importe quoi dans ce beau pays qu'est la France, qui est là notamment avec ses valeurs fondamentales. On parle souvent de valeurs, mais c'est un trésor, c'est une richesse immatérielle, c'est notre patrimoine culturel, et on devrait le respecter éperdument. Parce que ça permet l'émancipation de tous. Et ça fait bisounours ce que je dis. Mais par rapport à cela, il faut être extrêmement ferme, extrêmement fort, et pas considérer que la laïcité est une opinion. La laïcité est un combat.
Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur le profil du Tchétchène radicalisé qui a assassiné ce professeur de français. Puis on parlera aussi de Karim Benzema et de l'attitude de certains footballeurs. Une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte contre un joueur de Nice qui avait retweeté une vidéo antisémite. À tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est avec le commissaire Lebars. Sandra Buisson nous a rejoint du service police-justice de CNews. Bonsoir. Sandra. On va s'intéresser au profil de l'homme qui a assassiné ce professeur de français vendredi à Arras, un Tchétchène radicalisé. On connaît son profil. Ce qu'on sait un peu moins, c'est le contexte familial. Expliquez-nous un petit peu où en est l'enquête et où en sont les gardes à vue qui ont été lancés. Alors parmi les 11 gardes à vue encore en cours, il y a des personnes qui intéressent fortement les enquêteurs et même une personne qui n'est pas en garde à vue puisque c'est le père du suspect qui lui est selon toute vraisemblance en Géorgie actuellement. Vous savez qu'il avait été expulsé en 2018 et on sait qu'il a une forte influence sur ses fils et notamment le suspect, une influence rigoriste. Vous savez qu'en 2014, quand la famille quand il y a eu cette tentative d'expulsion, eh bien, cet homme était déjà radicalisé, fiché S. Donc, effectivement, les enquêteurs cherchent à voir quelle influence il a pu avoir dans la commission de cet attentat, s'il était au courant et s'il a pu, par exemple, pousser le suspect à commettre cet acte sans que ça dédouane en quoi que ce soit le suspect. Parmi les gardes à vue, il y a le frère aîné de ce suspect qui intéresse beaucoup les enquêteurs parce qu'il était en contact, et c'est d'ailleurs parce qu'ils étaient en contact, ces deux frères, que le suspect a été placé sous surveillance de la DGSI, c'est-à-dire niveau supérieur du renseignement et plus seulement par les renseignements territoriaux, fin juillet. Et ce grand frère, on sait qu'il a discuté avec le suspect cette semaine, donc avant l'attaque. Il va falloir voir s'il a pu avoir une influence. Ce grand frère, il est radicalisé puisqu'il est en prison pour un attentat, une tentative d'attentat déjoué et apologie du terrorisme. Et puis le dernier profil très intéressant des enquêteurs, c'est le détenu de la prison de l'Allier, lui-même condamné dans une affaire terroriste. Il a déjà dans le passé poussé des individus à commettre des attentats. Est-ce qu'il a fait ça avec le suspect? C'est une question que se posent les enquêteurs. Alors ce qui paraît très incompréhensible pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, c'est on peut être radicalisé, mais ce n'est pas une infraction. Comment on peut comprendre ça? Il y a plusieurs affaires qui posent question pour le téléspectateur, et notamment dans celle-ci de l'attentat. C'est que cet homme est contrôlé la veille. Les renseignements savent qu'il est radicalisé. Ils ne peuvent pas l'arrêter parce qu'il n'a commis aucune infraction. Ils espéraient qu'il ait une arme sur lui, etc., pour pouvoir l'interpeller et pouvoir ensuite faire une opération de recherche dans son téléphone. Ils n'ont pas pu parce que radicalisation, ça n'existe pas dans le code pénal. Ce n'est pas un délit. Donc, il faut que vous fassiez quelque chose d'autre qui soit pénalement répréhensible pour qu'on vous interpelle, que vous ayez fait une apologie du terrorisme ou que vous ayez laissé comprendre par des mails ou des échanges que vous prépariez un attentat ou quelque chose. Commissaire Lebars, vous ne pouvez pas les interpeller en réalité, ces individus. Non, mais je confirme ce que dit Sandra Buisson. Les infractions terroristes, elles sont prévues au Code pénal aux articles 421-1 et 2. Elles sont listées, elles sont extrêmement précises. Ce que dit Sandra Buisson, c'est juste une chose, c'est que la radicalisation, c'est une opinion. Et on ne peut pas attraper, interpeller et encore moins condamner sur une opinion. Le deuxième point que je voudrais préciser, c'est qu'avec prudence, parce qu'on ne sait pas pourquoi il a été contrôlé la veille, comme je vous le disais aussi hors antenne, un contrôle comme ça, c'est parfois aussi pour déclencher quelque chose qui permet d'avoir un indice ou un fil qui permet de tirer la pelote pour voir ce qu'on peut faire. Il faut comprendre que les astuces policières, elles peuvent justifier un contrôle comme ça pour voir qui est dans la voiture, voir s'il y a un deuxième téléphone, voir ceci ou cela. Et s'il n'y a rien, il ne faut pas que les gens imaginent qu'on laisse partir l'individu alors qu'il est dangereux. Parce que s'il était dangereux et qu'il y avait des infractions, j'y reviens, au code pénal 421 et 2, là, vous pouvez enclencher une procédure. On ne prend pas nos policiers quand même pour ce qu'ils ne sont pas, à savoir des idiots. S'il y avait de matière à faire une procédure judiciaire, ils l'auraient fait. Ça veut dire qu'on est vraiment sous le radar et qu'on est sur l'opinion et qu'on n'avait aucun signe distinctif d'action qui allait se commettre, voire même d'apologie, parce que c'est une infraction. C'est quasiment mission impossible pour les policiers. Mais c'est toute la difficulté quand vous prenez le nombre d'individus fichés au FSPRT. Avec il y en a combien ? Il y en a plus de 8000. Vous imaginez combien de personnes il faudra en surveillance permanente? Déjà, aucun pays n'a les moyens de faire ça. Pas même les services de renseignement israéliens qui ont la réputation d'avoir un dimensionnement très important vu la menace. Je crois que physiquement, pour tenir une surveillance permanente, il faut 3 groupes de 8 sur un objectif. Vous faites le calcul, 24 fois 8000,
c'est strictement impossible pour n'importe quel pays. Donc, il y a d'autres techniques de surveillance avec différents niveaux d'intensité et il n'y a pas de perfection dans cette matière, malheureusement. Vous m'avez attiré notre attention, commissaire Lebars, sur le fait qu'on ne permet toujours pas aux policiers d'être armés pour aller au Stade de France, par exemple. Alors là, on revient sur le sujet sécuritaire global. Et là, c'est l'aberration. C'est là où il faut chercher les leviers d'amélioration. On est dans un pays qui est sous la menace. Moi, comme beaucoup de Français, je suis allé voir le match de rugby hier soir en famille, parce que c'est un sport qui me tient à cœur. Et je constate, alors que je connais quand même bien le sujet, parce que j'étais de permanence le soir des attentats du Stade de France, j'y étais 8 ans après, alors qu'on a cette menace, alors qu'on a déjà des enceintes sportives qui ont été visées, les policiers, les gendarmes n'ont toujours pas le droit de rentrer dans ces enceintes avec leurs armes, alors qu'ils pourraient, en cas d'incident grave ou d'attentat, sécuriser, protéger, voire neutraliser les auteurs. C'est là où moi, tout ce que j'entends sur il faut former en légitime défense tel type de personnes, faire ceci, oui, il y a sans doute plein de choses à faire, mais si on faisait déjà confiance à nos forces de l'ordre, je vois d'ailleurs que le dispositif a évolué dans les trains, on autorise nos policiers à aller dans les trains moyennant un tarif avantageux. Je pense que les enceintes qui reçoivent du public, qui ont déjà été des cibles, devraient être sous la pression de l'État pour être obligés d'accueillir des policiers ou des gendarmes armés. Jusqu'à présent, je n'ai pas souvenir d'une seule affaire où un policier ou un gendarme est tiré sur la mauvaise personne dans des affaires comme ça de terrorisme. Une question de bon sens. Alexandre Devecchio, rapidement. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais je voulais quand même rajouter quelque chose. Effectivement, c'est pas un délit d'être radicalisé. Effectivement, la police et les renseignements n'y sont pour rien, mais on n'est quand même pas obligé d'accueillir des gens qui sont potentiellement radicalisés. On peut expulser ceux qui sont en situation irrégulière. D'ailleurs, ils devaient être expulsés en 2014. La police aux frontières était venue chez eux. Ils l'ont pas été parce que le Parti communiste et un certain nombre d'associations financées par l'État s'y sont opposées. Donc, il y a quand même des marges de manœuvre. Et avant de mettre des policiers effectivement partout derrière chaque fichier S, il y a un tiers des fichiers S qui sont des étrangers, dont une partie en situation irrégulière. On n'était pas obligé de les accueillir. Et ceux qui sont en situation irrégulière, on peut tout de même les expulser. Alors, Louis Dragnel, rapidement. Il y a un vrai sujet de fond, c'est qu'en fait, notre logiciel aussi consiste toujours à se dire, voilà, le problème est là, qu'est-ce qu'on fait pour réagir ? Alors qu'en fait, on pourrait avoir une logique qui consisterait à dire, on va essayer d'anticiper le problème et faire en sorte que les personnes qui peuvent poser problème ne soient pas présentes sur le territoire français. Et ça, pour le coup, c'est totalement exclu du logiciel, en tout cas dans les débats qu'on a depuis 4 jours. Deuxième chose, là où vous avez encore une fois, je suis d'accord avec vous, le problème, c'est que l'illégalité est devenue la jurisprudence. Vous avez une famille que vous voulez expulser qui fait des recours innombrables, elle est déboutée de tous ces recours et pourtant, l'expulsion est annulée. Et donc, c'est des gens qui sont en situation illégale. Et en fait, l'illégalité devient la norme. Et on voit qu'il y a une surreprésentation de ces situations, de ces cas, dans toutes les familles qui posent problème et qu'on cherche à expulser. Et enfin, la dernière chose, s'agissant de la DGSI, moi, c'est quelque chose qui me heurte de plus en plus. Et Gérald Darmanin, à la fin de sa conférence de presse, on a un petit peu parlé. Il explique en fait qu'au moment du contrôle fait par la police à Arras la veille de l'attentat, les policiers n'ont pas le droit de rentrer dans son téléphone pour regarder, par exemple, les conversations cryptées que pourrait avoir voilà, l'individu avec typiquement les personnes qu'a évoquées Sandra Buisson tout à l'heure. Et ça, c'est lunaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, honnêtement, il n'y a que les gogos qui se font avoir par la police à téléphoner avec des SMS ou à téléphoner en filaire. Mais ils appellent tous encryptés. Non, on va se dire la vérité. Donc en fait, maintenant, ce qu'il faut simplement, c'est adapter légalement l'outil, les techniques de renseignement au monde tel qu'il est et pas tel qu'il devrait être. Non mais vous imaginez les dealers qui s'appellent en encrypté, ça n'existe pas. Une dernière question à vous poser avant de faire une petite pause, parce qu'on veut écouter tout à l'heure à 18h30 l'hommage à Samuel Paty qui va se dérouler à la confluence Sainte-Honorine, à propos du tweet de Karim Benzema qui a fait une polémique immense hier puisqu'il a tweeté toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. On a remonté le fil de sa messagerie pour savoir s'il y avait eu d'autres messages peut-être qui nous avaient échappé concernant Israël, les victimes innocentes israéliennes. Il n'y en a pas. Quelle est votre réaction ? Pardon, mais parce que ça me trouble beaucoup. Hein. Un footballeur de ce niveau-là, qui représente beaucoup pour notre jeunesse, qui ne soit pas dans le temps du recueillement. C'était le jour où on a perdu un professeur de l'école de la République. Ce drame où on a des victimes françaises, des otages français, pas un mot sur ses compatriotes. Et il a porté le maillot bleu, blanc, rouge. Et en sous-texte, la victimocratie.
en sous-texte, ça veut dire il y a des gens qui, quoi qu'ils fassent, sont non coupables. Et vous tous, vous êtes coupables. Je trouve ça absolument abject. Ça me donne vraiment envie de vomir. Et je rajoute que un joueur de Nice, Youssef Attal, a retweeté, lui, une vidéo d'un prédicateur qui contenait des propos antisémites. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme et provocation publique à la haine ou à la violence à raison d'une religion déterminée.